Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend à la maison et en famille. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran. Puis, il sera temps de découvrir l'idée derrière la tech de notre chroniqueur du jour, le créateur de contenu et philosophe Lev Frankel. Bonjour. Bonjour. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de Demon Slayer. On a hâte de découvrir ça. Quant à notre sujet du jour, les métiers de la tech et de l'ingénierie façonnent notre avenir et pourtant les femmes y restent encore largement minoritaires. Moins de 30% des étudiants en école d'ingénieurs sont des étudiantes et à peine 15% dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Alors pourquoi ce décalage et comment mieux valoriser le potentiel des femmes dans ces domaines ? On en parle avec notre invitée Anaïs Bouchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de We Do Good. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran. Vous êtes prêts les enfants ? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non ? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé ! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas ? Merci. Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture ? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie ? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok ? Je t'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas ? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé ? Fake news. Elle assume pas. On parle beaucoup de transition numérique, d'innovation, d'intelligence artificielle, mais peut-on vraiment construire le monde de demain sans la moitié de la population ? Alors que dès le collège et le lycée, les filles décrochent des sciences alors qu'elles ont toutes les capacités pour réussir dans ces domaines. Le résultat, c'est qu'elles sont encore trop peu nombreuses dans les écoles d'ingénieurs et les métiers du numérique. Alors, comment changer les mentalités à l'école comme dans la société pour ouvrir pleinement ces carrières aux jeunes filles ? C'est tout le sujet de notre discussion tout de suite dans la première partie du talk. Et avec nous en plateau aujourd'hui Anaïs Bouchet, dirigeante de We Do Good, une plateforme de financement participatif qui permet de soutenir des projets à impact positif et d'être rémunérés ensuite en fonction de leur chiffre d'affaires. Alors Anaïs, dans le sommaire, je rappelais 2 chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Moins de 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs et à peine 15% dans les métiers stratégiques comme l'IA ou la cybersécurité. Ces chiffres donnent une idée de la situation. Alors qu'est-ce qui explique, selon vous, aujourd'hui, que l'on en soit encore là ? Merci beaucoup pour l'invitation. En effet, ces chiffres ils sont alarmants et je pense que pour situer le problème, il faut remonter un petit peu en avant puisque en école d'ingénieur, on a en effet moins de 30%, mais cela vient déjà des classes préparatoires pour entrer en école d'ingénieur et même du coup du choix dès le lycée des filles à se tourner ou pas vers ces secteurs-là. Et donc le problème se situe vraiment dans l'éducation, on va dire collège-lycée. Certains situent même
une différence déjà dès la primaire entre la considération des filles et des garçons pour les mathématiques et les sciences dures. Comment faire? Je pense qu'il y a plusieurs pour y remédier, il y a plusieurs raisons. Le manque de rôle modèle, d'exemples féminins. En fait, c'est un cercle vicieux. Même déjà au lycée, les professeurs de mathématiques sont bien plus masculins que féminins. Et même si on demande dans la société de citer des exemples de réussite entrepreneuriale, on cite plutôt des hommes. Qui sait citer les 4 femmes patronnes du CAC 40? Je ne sais pas. Et alors déjà, donc, dans ces rôles modèles-là, remettre des femmes en avant dans l'espace médiatique, clairement. Et puis, appuyer vraiment les mathématiques et la logique comme des fondamentaux en fait, de l'éducation, filles comme garçons, ne plus faire de différence, ne plus se dire que la technologie, les sciences et les métiers... c'est une affaire d'hommes. Évidemment. Sinon, aujourd'hui, quand on demande à une adolescente quels sont ses intérêts, ses motivations, etc., laquelle vous répondra le côté geek et le côté très presque nerd des gens qui aiment les ordinateurs et l'informatique, très peu en fait. C'est sûr que si on continue à associer des images comme ça à l'ingénierie et inversement à catégoriser les femmes dans une image complètement différente, souvent vers des métiers plus créatifs, souvent vers des métiers... les métiers du care aussi. Exactement, plus tournés vers les autres, etc. Ça se voit parfaitement dans les filières scientifiques de lycée. Même les femmes qui sont en sciences au lycée se tournent souvent plus vers médecine que vers les métiers de l'ingénierie. Donc c'est vraiment toutes des mentalités, des idées reçues à changer et dès le plus jeune âge. Dans les métiers du numérique, est-ce que cette tendance finalement, elle s'améliore? C'est-à-dire qu'on va vers du mieux ou est-ce que ça a encore cette vocation à stagner? Je pense qu'il y a du mieux. Je n'ai pas vécu toutes les époques, donc je pense qu'il y a du mieux par rapport aux générations qui m'ont précédée, pardon. Déjà dans les clichés et dans l'accueil qu'on nous réserve. Pour le coup, on m'a souvent demandé si je m'étais pris de plein fouet des remarques qui pourraient être, on va dire, déplacées ou plutôt être des obstacles presque à ma venue dans ces milieux-là, puisque j'y travaille aujourd'hui. En réalité, je trouve que dans ces métiers-là, les hommes qui font ce métier-là sont presque pour la féminisation. Jamais, avec mes pairs, mes confrères, même plus âgés, on a remis en question cette place-là. Au contraire, c'est plutôt dans la société au sens large que souvent on catégorise, ou on m'a déjà demandé quand je dis que j'ai fondé une fintech, si je m'occupais plutôt du marketing ou des ressources humaines, alors que je m'occupe de la tech chez nous. C'est plutôt dans la société au sens large que les idées reçues sont les plus présentes. Pas forcément dans ces métiers-là où vraiment l'accueil a toujours été, pour mon expérience, et même j'en suis convaincue, pour la féminisation de ces métiers. On reste pour l'instant sur l'école et on va bien évidemment parler de votre expérience parce qu'elle est importante et surtout elle donnera à voir concrètement justement cette question de la féminisation des métiers de la tech. Mais pour revenir à l'école, est-ce que ça commence donc le décrochage des filles en maths et dans les sciences dures? Est-ce que c'est une question plutôt de confiance en soi ou de culture scolaire selon vous? Je pense que ça commence par la culture scolaire. Vraiment, les études montrent que l'étude de notre État français, qui a vraiment étudié la féminisation des sciences, montre que ça commence vraiment vers 6-7 ans, CP-CE1. On n'est pas très jeune. Encore de confiance en soi, de projection, etc. C'est déjà qu'il y a des biais dans la manière d'enseigner, dans la manière d'éduquer ces enfants aussi, qui sont déjà présents à cet âge-là. Ensuite, le décrochage se fait tout au long du parcours scolaire jusqu'au lycée par différents biais. Je pense vraiment que la culture doit vraiment s'améliorer à l'école pour les filles et quasiment prendre exemple sur d'autres... Il y a d'autres pays dans le monde, je pense notamment aux pays asiatiques et aux pays du Maghreb, où vraiment il y a une complète parité dans les métiers d'ingénieur, in fine, puisque en fait, dans la scolarité complète, c'est des matières qui ne sont pas forcément vues comme geek ou un peu masculines, au contraire, qui sont plutôt vues comme des sciences nobles et universelles. Pour avoir été dans ces pays-là, étudié en Chine et étudié également en partenariat énormément avec des pays du Maghreb, vraiment, il y a une
telle différence dans la considération, et donc je remettrai ça vraiment sur la culture scolaire et la culture même sociale. Bon, en espérant que ça évolue tout de même au fil des années. On peut aussi s'interroger sur le rôle de la pop culture, les séries, les films, les médias. Est-ce qu'ils représentent, selon vous, aujourd'hui assez les femmes dans ces métiers scientifiques ? J'en parlais, c'est un peu l'espace médiatique et l'espace culturel. Non, évidemment. L'exemple type, mais vraiment, si on interroge quiconque, je pense que l'exemple type de la réussite entrepreneuriale, du grand patron d'une banque ou du grand patron d'une entreprise technologique, etc., ce sera toujours, pour l'instant, et j'espère que ça change, un homme. C'est très rare de voir des femmes mises en avant. Ça vient, clairement, il y a un vrai travail dans l'espace, on va dire, créatif. Donc, en effet, les films, les séries, etc., je trouve que ça avance de plus en plus. Mais dans l'espace médiatique, en fait, qui est l'espace réel, pour moi, c'est là qu'est encore le problème. On manque encore de représentation de femmes patronnes, de femmes de réussite, de femmes mathématiciennes, de femmes scientifiques. Et c'est ça qui donnera, en fait, de voir que les petites filles voient dès leur plus bas âge à la télé passer au journal la grande patronne de telle entreprise. Et elles sont là, la patronne d'Orange, d'Engie, de Veolia. C'est des entreprises du CAC 40, c'est des patronnes qui sont derrière et malheureusement, elles sont, selon moi, pas encore assez mises en avant. Alors, vous êtes aujourd'hui vous-même à la tête d'une fintech, on le disait, vous avez fait l'école polytechnique pour devenir ingénieur. Qui est-ce qui vous a servi, vous, de rôle modèle, justement, si vous en aviez un ? C'est peut-être un homme, finalement, qui vous a donné envie. Ouais, alors j'ai pas mal... j'ai pas mal de rôles modèles. En effet, j'ai des rôles modèles masculins. Clairement, de toute façon, il le faut, puisque dans ces domaines-là, j'ai été même bercée par des milieux plus masculins que féminins. Je vais quand même citer des femmes en tant que rôle modèle. Il y en a eu une dans la filière vraiment universitaire qui s'appelle Nicole El-Karoui, qui est une grande mathématicienne qui a révolutionné les mathématiques financières et qui a mis un énorme, on va dire, coup de pied dans le monde de la finance, qui est un monde très, très, très masculin également, qui était enseignante à l'école polytechnique, qui a un master à son nom. Et sinon, dans les rôles modèles, on va dire, pour la culture plus générale, pour la culture plus populaire, je cite souvent les trois Simone, c'est un peu ma triplette, que sont Simone Veil, Simone de Beauvoir et Simone Biles, parce que je suis passionnée de gymnastique depuis que je suis petite. Donc c'est un peu mes trois Simone, chacune représentant de combat, de rigueur, de mérite énormément. Et voilà, c'est très inspirante. En France, 29% des étudiantes en école, on a 29% d'étudiantes en école d'ingénieur selon le ministère de l'Enseignement en 2024. Est-ce que vous avez dû vous battre, vous, contre les stéréotypes ou des doutes de la part de proches ou de professeurs ? Je dirais que non. Alors, côté proche, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où je sors. Je viens d'une toute petite, d'un village dans le sud de la France, dans le Luberon, d'une famille qui n'a pas du tout fait ces études-là, de parents dans le médical et d'un lycée de secteur complet. Et qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans ces études-là ? Bon, clairement, ma passion des sciences, déjà, pour le coup, dès le plus jeune âge, qui me fait dépasser, en fait, tout cliché, parce que c'est vraiment ce que j'aimais faire. Et ça, c'est une chance. Et au contraire, je dirais que c'est à ce moment-là, c'est plutôt mes professeurs de mathématiques qui ont vraiment cru en moi et qui m'ont vraiment redirigée en disant « Non, mais là, il faut que tu ailles faire tes classes préparatoires, Anaïs. Là, il faut que tu es faite pour ça. Même si tu sais pas ce que c'est, même si tu n'as pas l'impression qu'il y a d'autres femmes qui y vont, etc. » Et j'étais la seule de mon lycée à partir faire ça, et partir en classe préparatoire. Et c'est plutôt mes profs, je citerai mes trois profs de maths du lycée de chaque classe, qui m'ont vraiment poussé, tiré, motivé à faire ça. Et après, est-ce que je me suis pris des stéréotypes ? Oui. Mais c'est plutôt dans les cercles d'amis. En fait, c'est plutôt dans les cercles larges, dans la société, quand on discute de ce que je fais, etc. En fait, tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, donc souvent, c'est vraiment que c'est la première remarque. C'est « Oula, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette voie-là ?» C'est très militaire, c'est vrai que c'est un bastion d'hommes, même si ça se féminise de plus en plus. On y croit. Mais vraiment, c'est plutôt « Qu'est-ce que tu vas faire dans cette voie-là ? Ah, mais c'est marrant. » Ouais, vraiment, c'est plutôt c'est du doute et voilà, et ça se ressent et d'ailleurs je le comprends. Voilà,
En tout cas, on est ravis d'avoir ce partage d'expérience puisque finalement, on parlait de la culture scolaire et c'est finalement vos professeurs de mathématiques qui vous ont encouragé. Ouais. Même si on a vu que la place des femmes dans la tech reste un défi majeur avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, on continue d'explorer ensemble les solutions et les perspectives juste après un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de notre invitée Anaïs Bouchet, dirigeante de We Do Good, avec qui on parle de la place minoritaire des femmes dans les métiers de la tech. On continue à en parler bien évidemment, mais c'est juste après la chronique de Lev Frankel qui a une idée derrière la tech. Avis aux cinéphiles, aujourd'hui on se dirige avec Lev vers les salles obscures puisque vous souhaitez nous parler d'un manga à l'affiche en ce moment. Voilà, alors est-ce que vous connaissez le manga Demon Slayer? Que de nous. Voilà, c'est de Koyoharu Gotoge, qu'on traduirait en français par Pourfendeur de démons. Et c'est l'un des mangas les plus vendus au monde avec des centaines de millions d'exemplaires. Et là, le film vient de sortir en salle et je suis allé le voir avec ma fille qui est une fan inconditionnelle. Oula, c'était pas trop violent pour elle? Ouais, elle a 12 ans, enfin... pratiquement à 6 mois après, vous me jugez pas. Voilà. Alors c'est vrai que âme sensible s'abstenir, c'est quand même assez violent. Et l'histoire met en scène un conflit entre les humains et les démons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réflexion sur le mal. Comment est-ce que des humains deviennent des démons? J'ai l'intuition qu'on va partir sur de la philosophie morale aujourd'hui. Exactement, parce qu'on va explorer les causes qui nous permettent de comprendre comment est-ce que des humains ordinaires se transforment finalement en monstres sanguinaires. Alors quelles sont les raisons qui nous poussent à devenir si démoniaques? Alors l'un des personnages les plus touchants, Akaza, il tombe très jeune dans la criminalité pour payer un traitement médical très onéreux de son père. Et quand il trouve son salut enfin auprès de son maître en arts martiaux et de sa fille qu'il va épouser, il retombe encore une nouvelle fois dans l'injustice parce que son maître et sa femme vont être assassinés et il va tomber à nouveau donc, dans la sauvagerie et va redevenir le monstre qu'il était. Alors si je comprends bien, c'est le sentiment d'injustice qui nous fait tomber dans le mal. Voilà, et donc Akaza représente en quelque sorte l'interprétation sociale du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque démon tombe dans le mal pour une raison différente.
Doma, par exemple, développe un discours très nietzschéen. Il trouve les croyances religieuses humaines totalement stupides, le paradis et l'enfer, ce que Nietzsche appelle les arrière-mondes, et donc ces arrière-mondes qui nous consolent des souffrances et qui font finalement des humains des êtres très fragiles. Doma prétend sauver les hommes de leurs souffrances en les dévorant, afin de les ingérer pour finalement mettre fin à leur souffrance. Alors on n'est plus du tout dans Nietzsche là, on est plutôt dans un discours très nihiliste. Au lieu d'essayer de proposer une alternative à la consolation religieuse pour rendre les humains moins naïfs, eh ben Doma préfère tout simplement éradiquer l'espèce humaine qu'il juge beaucoup trop faible. Alors Nietzsche dirait au contraire qu'il faut affirmer d'autres valeurs contre les valeurs religieuses, et notamment la valeur de la vie à travers la créativité artistique. Et donc Doma fait le même constat que Nietzsche, mais finalement il n'a pas du tout les mêmes solutions. Alors on est clairement sur un modèle psychopathe là. Oui, très clairement. Mais Demon Slayer propose ici une interprétation intéressante. Une sorte de dégoût pour l'espèce humaine, trop sensible, trop fragile, alors que les démons seraient les individus qui font face au réel. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir expliquer l'origine du mal? Est-ce qu'on ne risque pas d'excuser la criminalité? Oui, il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre. Si je vous dis que la caméra qui est en train de nous filmer en ce moment est arrivée dans ce studio ex nihilo, vous n'allez pas me croire et vous aurez bien raison. C'est toute l'explication scientifique consiste à trouver les causes. Et donc ici, dans ce manga, on comprend les causes du mal. Et ça nous permet aussi de comprendre une citation de Platon qui nous explique « Nul ne fait le mal volontairement ». Ce que Platon voulait dire par là, c'est que même le criminel recherche le bien, sauf qu'il se trompe. Il croit faire le bien, mais il finit par faire le mal. Akaza pense faire le bien quand il tombe dans la criminalité pour sauver son père. Il pense faire le bien quand il massacre les responsables du meurtre de sa femme. Et même Doma pense faire le bien en dévorant ses victimes pour mettre fin à leur souffrance. Et ça nous permet de comprendre un peu l'actualité politique. Si on prend par exemple le conflit israélo-palestinien, tout le monde pense faire le bien. Les terroristes du Hamas pensent faire le bien en libérant leur peuple par des massacres. Et puis les ministres d'extrême droite israéliens pensent aussi agir au nom de leur peuple pour le bien en bombardant Gaza. Donc finalement, tout le monde pense agir au nom du bien. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours un petit peu inutile, au moins en politique, en tout cas, de faire la morale. Parce que c'est pas en exhortant les personnes à faire le bien qu'on va finalement leur ouvrir les yeux. Parce que tout le monde pense faire le bien. Et ce que Platon nous dit, c'est qu'il faut plutôt, au contraire, essayer de raisonner pour comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on croyait être un bien est finalement un mal. Et c'est là peut-être que la philosophie est intéressante. Elle nous permet de développer cet esprit critique, de prendre un peu de recul pour essayer de discerner ce qui est le bien véritable de son illusion ou de son simulacre. Eh bien écoutez, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez emmener vos enfants au cinéma voir Demon Slayer. Ça ne sera pas simplement un manga, mais l'occasion de philosopher sur le bien et le mal. Merci beaucoup, Lev, pour votre chronique. On reprend nos discussions dans la seconde partie du talk. Anaïs Bouchet, je le rappelle, vous êtes donc dirigeante de We Do Good. Avec vous, on parle donc de la place des femmes dans la tech et on parlait de votre parcours personnel, de votre passage par Polytechnique. Alors ça, c'était pour le volet études, mais j'imagine que le monde professionnel est encore différent. Vous nous l'avez déjà un petit peu évoqué d'ailleurs en première partie d'émission. Alors, est-ce que monter une fintech, qui est déjà un défi en soi, est-ce que ça a été encore plus compliqué en tant que femme entrepreneur dans la tech ? En effet, le monde de l'entrepreneuriat est très masculin. Le monde des investisseurs qui vont en fait impulser et insuffler du souffle à ce monde de l'entrepreneuriat est aussi très masculin. Et monter une boîte, c'est énormément de réseautage, de rencontres pour faire connaître ce qu'on fait, etc. Et clairement, en tant que femme, ça peut être en effet un obstacle d'aller pénétrer ces milieux qui sont très masculins, qui se connaissent, qui sont même... s'affichent aussi masculins presque sans le vouloir. Hein. Je ne fais critique à personne, mais clairement, les jurys d'investisseurs, même dans les incubateurs, etc., quand on montre encore des exemples de réussite entrepreneuriale, ils sont souvent masculins. Donc il y a cette barrière déjà à passer. Et ensuite, sur les stéréotypes au global qui peuvent en fait freiner une femme dans sa progression entrepreneuriale, je dirais qu'aujourd'hui, ils sont vraiment silencieux. C'est déjà une progression. C'est
plus des barrières affichées avec vraiment des discriminations vraiment qui seraient dans le cliché du refus des femmes dans ces milieux-là. Je dirais qu'aujourd'hui, déjà, on a passé ça, c'est une bonne chose. Mais il reste encore des biais assez silencieux, assez discrets, qui mettent en doute, en fait, tout doucement la capacité des femmes à pitcher, à lever des fonds, à diriger une équipe tech. Et c'est tout autant de micro-agressions à sa confiance en soi au long de son parcours qu'il faut surmonter et qui sont un obstacle supplémentaire pour des femmes. Néanmoins, j'incite vraiment toute femme qui aurait envie de se lancer à vraiment se lancer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux d'investisseurs femmes, d'entrepreneuses, de personnes dans ces milieux-là qui sont pour vraiment, qui favorisent l'inclusion et le monde est à faire encore. Donc venez et n'hésitez pas à entreprendre comme femme. On le sait que bien évidemment l'absence de femmes peut avoir des conséquences et elle en a d'ailleurs. J'aimerais qu'on parle du coût sociétal justement. Qu'est-ce que l'absence des femmes dans la tech coûte à la société? Je pense moi par exemple en premier lieu aux innovations qui seraient biaisées. Exactement. En fait, c'est un manque il y a un manque à gagner immense pour notre compétitivité, pour notre innovation, que d'exclure des potentiels représentantes d'une caractéristique qu'a 50% de la population. Évidemment, et on le voit en fait dans les entreprises, lorsque les équipes dirigeantes créent un certain entre-soi, qui viennent toutes du même milieu, du même genre, qui ont des mêmes caractéristiques socioculturelles, en fait, ça crée souvent des produits, des services qui sont biaisés, qui s'adressent qu'à une certaine catégorie. Et donc, en réflexion, ce qu'on peut se dire, c'est que vraiment le manque il y a un vrai manque à gagner de ne pas avoir de femmes dans ces milieux-là qui, en fait, seraient des vraies créatrices, des vraies pourvoyeuses d'idées, d'innovations qui s'adresseraient à toute cette partie de la société qui n'est d'ailleurs pas très adressée. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de patronnes, il n'y a pas beaucoup d'innovatrices connues, d'inventrices connues, alors qu'il y a tout à faire dans ces milieux-là. Dans l'intelligence artificielle, les femmes ne représentent que 15% des effectifs en France, contre 22% à l'échelle mondiale. Est-ce que vous estimez que, quelque part, la French Tech est en train de perdre en compétitivité, faute de diversité ? Bonne question de savoir pourquoi la French Tech perd en compétitivité. Est-ce que les femmes en sont une raison ? Je pense en effet. En fait, on le voit pour les femmes, même quand elles lèvent des fonds, lèvent moins que les hommes. Les réseaux de la French Tech commencent à avoir quelques femmes parmi elles, mais dans les domaines les plus tech, les plus geeks, que sont la cybersécurité, l'IA, etc., malheureusement, c'est vrai. Tout est lié, on ne peut pas mettre la faute exactement sur une seule, la French Tech ou les écoles d'ingénieurs, etc. C'est le manque de candidats, le manque de talent à l'entrée, mais aussi le manque de représentation qui crée ce cercle vicieux. En fait, moins de représentation donne moins d'exemples à des plus jeunes, et moins d'exemples plus jeunes donnera moins finalement de réussite future. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux. Je suis persuadée qu'il y a vraiment énormément d'actions à prendre côté French Tech pour revaloriser le travail, les entreprises créées par des femmes, les fondatrices, etc. Les chiffres sont vraiment alarmants là-dessus, sur le nombre de fondatrices qui lèvent des fonds. Côté French Tech, c'est pire que les 30% en école d'ingénieur. Donc il y a vraiment tout un mécanisme à mettre en place pour revaloriser le travail fait par ces populations-là qui ne sont pas encore, par ces femmes qui n'est pas encore assez mis en avant et pris en considération, puisque ces milieux sont souvent masculins et ont la représentation qu'un bon pitcher, un bon leveur une start-up qui lèvera des fonds, une bonne start-up tech est souvent dirigée par des hommes. Alors si on revient un petit peu en amont justement sur l'école, est-ce que vous croyez à la notion de quota dans les écoles d'ingénieurs ou autres filières tech d'ailleurs, ou est-ce que ça n'est pas la solution selon vous ? Ça pourrait être une solution. En fait, il faudrait repartir de plus loin. S'il n'y a pas de filles en école d'ingénieurs, c'est parce qu'il y a exactement les mêmes taux de conversion globalement en école d'ingénieur, en classe préparatoire et au choix au lycée. Donc en fait, d'ailleurs, ce qui montre bien que les filles ne réussissent pas moins bien, ce n'est pas un manque de compétences, les filles ne réussissent pas moins bien leur concours d'entrée en école d'ingénieur. C'est vraiment quasiment la même proportion qui passe de l'un à l'autre, voire certaines années, les filles sont meilleures au concours que les hommes. Ça vient vraiment d'avant.
pourquoi pas mettre des quotas pourrait aider dans un sens à créer ces places en fait, à dire la place est là, vous avez de la place, elle est pour vous. On le sait, je n'ai pas d'enfants qui ne passent par Parcoursup, etc. Mais clairement, les difficultés sont là après post-bac. Donc clairement, ça pourrait permettre de créer ces places-là et d'accueillir un peu à bras ouverts des potentiels féminins qui douteraient de leur orientation. Néanmoins, il faut aussi rappeler que le quota ne fait pas tout. Ça s'est vu dans les COMEX des grandes entreprises, etc. Placer une femme pour un quota, c'est pas donner l'importance et la place que mériterait, d'une personne qui mériterait vraiment cette place. Placer une femme pour la placer pour les quotas, c'est presque plus dégradant que de ne pas y être. C'est mon avis très personnel, mais même en tant que femme, j'aimerais pouvoir gagner ma place, la mériter entièrement et pas me dire j'ai bénéficié d'un super quota pour entrer ici. C'est un jeu à trouver dans le discours. Oui, il faut ouvrir les bras. Il va falloir ouvrir ces portes-là aux femmes. Donc, il faut créer de la place pour elles. Il faut communiquer, remettre dans l'espace médiatique, etc. On a déjà parlé de pas mal de choses. Mais il faut aussi leur faire sentir qu'elles ont le mérite d'être là et que c'est leur place d'y être. Elles n'y ont pas été placées ou forcées. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots très positifs que l'on va refermer cette émission. On retiendra donc que la place des femmes dans la tech n'est pas seulement une question d'égalité. Si on veut que la tech reflète vraiment notre société et qu'elle réponde aux défis de demain, elle ne peut pas se construire sans les femmes. Merci beaucoup Anaïs Boucher d'avoir partagé votre expérience et ces quelques pistes de réflexion. Je le rappelle, vous êtes présidente de We Do Good. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi à Lev Frankel pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.